Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Bonjour Pierre-François. Bonjour Amaury. Dans les territoires outre-marins, les cyclones, Irma notamment, beaucoup de dégâts. On a entendu parler des pillages, d'un certain nombre d'actes de barbarie. Bruno Gollnisch, aujourd'hui, vous accusez le gouvernement français, le manque d'anticipation sur les conséquences en tout cas de ce... Pas seulement parce que je trouve que c'est un peu facile. Je vais vous surprendre. Je sais que les propos de Nicolas Hulot ont choqué. Mais quand il dit qu'il y a des éléments qui nous dépassent et qui nous dominent dans la nature, c'est assez exact. Le trajet des typhons est extrêmement difficile à prévoir. Je crois qu'on s'attendait à ce que la trajectoire passe au-dessus de la Guadeloupe. C'est passé au-dessus de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy avec des conséquences absolument dramatiques. Ce qui est tout de même étonnant, c'est que, c'est vrai, les infrastructures n'aient pas résisté et que les secours aient beaucoup tardé pour arriver. Je pense qu'il faudrait que nous disposions d'une marine plus puissante et plus présente dans notre espace maritime, notamment ces bâtiments de projection et de commandement qui sont de gros navires capables d'abriter un hôpital, d'emporter des secours, des vivres, une cargaison très importante. Je pense aussi qu'il n'y a pas que le gouvernement. C'est vrai que ces pillages sont absolument indignes, tout à fait scandaleux. Et que quand on compare, par exemple, la situation qui a été celle du Japon après l'accident nucléaire de Fukushima et le terrible tsunami qui a ravagé cette région, voilà, il n'y a pas eu un seul objet qui ait été volé dans ces circonstances, alors que des villages ont été complètement détruits, rasés, la population s'est comportée avec une dignité exemplaire, ce qui évidemment facilite l'arrivée des secours quand des pillards se précipitent sur les magasins ou sur ce qui reste ou sur d'autres maisons, ça ne facilite pas vraiment les choses. Quelques semaines avant, à Papeete, vous aviez rencontré quelques autorités tahitiennes. Il y avait eu un débat sur l'arrêt des ondes longues, des ondes radio. Oui, j'ai d'ailleurs préparé un rapport à cet égard, tant à la Commission des Transports du Parlement européen qu'à destination des autorités françaises. Je sais que, par exemple, si ce genre d'incident, et il y a des cyclones, des typhons aussi extrêmement violents dans le Pacifique, si ce genre d'incident se produisait aux îles Tuamotu, m'a-t-on dit, la population resterait sans nouvelles parce qu'on y a supprimé les ondes longues. Or, on peut recevoir des nouvelles avec un petit transistor à pile. C'est beaucoup plus difficile quand les émetteurs sont détruits, par exemple, de recevoir la modulation de fréquence ou de recevoir des informations par satellite qui supposent que l'on ait un récepteur satellite qui généralement ne résiste pas, évidemment, au grand vent. Je crois savoir que, en dépit des dénégations de Radio France, cela a été le cas dans les premières heures, en tout cas à Saint-Martin, où les rumeurs les plus folles ont pu circuler parce que les gens n'avaient pas d'informations, il n'y avait plus de télévision, il n'y avait pas non plus, semble-t-il, de radio disponible. Et ils ont eu le sentiment, évidemment, d'être complètement coupés et isolés du reste du monde avec une situation tout à fait dramatique. Ce que je voudrais dire, c'est que les carences gouvernementales, au-delà de l'aspect de l'ouragan proprement dit, les carences gouvernementales à Saint-Martin, elles ne datent pas d'hier. C'est en matière d'insécurité d'abord, d'immigration sauvage et massive, dont on voit évidemment les résultats à l'occasion de cet événement dramatique. Toujours dans le registre tragique des catastrophes naturelles, Bruno Gollnisch, ces incendies qui ont ravagé récemment le sud de la Provence, et notamment la Londe sur... La Londe des Morts, oui, que je connais bien. Pays oui. Qui vous est cher. Oui, absolument, que je connais bien. Je connais bien ce secteur. D'ailleurs, c'est tout près de la Londe, au Bormet, que j'ai été aspirant à l'école des transmissions de la marine. Et puis, nous avons une maison de famille à Hyères. Ça fait depuis 45 ans, j'observe, même davantage, depuis pratiquement un demi-siècle, j'observe de façon absolument récurrente des incendies de forêt. Alors il y a un aspect criminel dans ces incendies, c'était des incendies criminels, il faut donc des peines extrêmement sévères contre les incendiaires, mais il faut dire aussi que les moyens de la protection civile sont tout à fait insuffisants. Et notamment, par exemple, les Canadair, les moyens lourds,
Or, la protection civile, et ça c'est une revendication de très longue date du Front National, devrait être une des priorités de l'État. Parce que là, ce sont des incendies qui sont allumés avec un mégot, avec une allumette. Mais si nous avions à faire face à une guerre étrangère ou simplement à des attentats terroristes et qui pratiquent ça à grande échelle, la situation serait beaucoup plus dramatique naturellement. Alors Pierre Berger est décédé, hein, on connaît l'homme Pierre Berger, on peut dire que les idées n'étaient pas forcément les mêmes que les vôtres. Non. Tout de même, on salue Pierre Berger, un homme de presse, un homme de médias. C'était un homme intelligent, mais dont l'influence, me semble-t-il, a été, de mon point de vue en tout cas, néfaste, parce qu'il s'est inscrit évidemment contre la plupart des valeurs auxquelles j'adhère. Il avait les siennes propres, il était à la croisée de plusieurs lobbies influents, dont c'est une autorité publique, le lobby homosexuel. On ne peut pas lui faire grief de ses inclinaisons, mais en revanche, il a eu, je crois, un rôle assez néfaste en tant que promoteur, par exemple, de la gestation pour autrui, en déclarant que pour une femme, louer son ventre, c'était comme louer n'importe quel autre service. Ça n'est évidemment pas exact. Qui loue ses bras. Il est désolant qu'un homme de cette intelligence et de ce talent ait servi d'aussi mauvaises causes. Voilà, qu'il repose en paix, ça n'est plus à nous de le juger. Alors, Marlène Schiappa, hein, qui s'occupe du secrétariat à l'égalité, secrétariat à l'égalité homme-femme, elle parle par exemple de l'évolution aussi de la PMA. Vous ne croyez pas que la GPA, la PMA sont des évolutions naturelles de la société qui demandent l'égalité? On avance vers l'égalité? Non, pas du tout. Je pense que chaque enfant a droit à un père et à une mère dont il soit l'héritier, pas seulement en termes matériels, mais aussi dans sa personnalité, tant entendu que chaque être humain, et c'est d'ailleurs la conséquence de la reproduction sexuelle, c'est-à-dire que nous sommes un peu de notre père, un peu de notre mère, mais nous ne sommes pas des clones précisément de nos parents. Je crois que c'est le droit naturel et que ces manifestations d'arrogance artificielle sont dévastatrices ou le seront à terme pour la société. Quant à Mme Schiappa, voilà, elle est à la tête d'un ministère dont il faut bien dire que dans la réalité, la finalité révolutionnaire, c'est de prétendre que dans tout, absolument partout, les rôles des hommes et des femmes sont absolument interchangeables, ce qui est faux, parce que les hommes sont par exemple incapables de transmettre la vie, de porter un enfant. Bon. Et est très significatif que dans ce gouvernement, il n'y ait pas, par exemple, de ministère en charge de la famille. Le progrès moral a toutefois connu un coup d'arrêt ce 8 septembre par la décision du Conseil constitutionnel de briser une partie de la nouvelle loi sur la moralisation de la vie politique qui contraignait à l'inéligibilité à vie obligatoire les personnes qui seraient condamnées pour les délits de presse, notamment les propos négationnistes ou diffamatoires. Oui, enfin, tous les délits de presse qui se sont surajoutés, soit en vertu des lois liberticides, loi Guesso, pour ce qui est des questions historiques, loi Perben, pour ce qui est des questions morales et de l'homosexualité, par exemple, dont nous parlions tout à l'heure, loi Pleven, qui interdit de parler de l'immigration pour autre chose que pour en dire du bien, loi Taubira, qui prohibe, je ne sais pas quoi, l'évocation de l'esclavage, qui n'irait pas dans le sens du politiquement correct. Là, ça va dans votre sens. Pour le coup, le Conseil constitutionnel soutient la liberté d'expression. Vous devriez au moins vous en satisfaire. J'en suis extrêmement satisfait. Ce n'était pas une éligibilité à vie, je crois que c'était une éligibilité de 10 ans, mais ce qui équivaut naturellement à une mort civique. Je suis très satisfait que, invoquant le fait et l'article de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui n'est pourtant pas ma Bible, je dois dire, mais qui déclare que la liberté d'expression et de communication est l'un des droits fondamentaux de la personne humaine, eh bien, le Conseil constitutionnel a annulé cette disposition qui équivalait à condamner à l'inéligibilité, donc à la déchéance civique, donc à la perte des mandats si vous étiez un élu, donc à l'impossibilité de vous présenter aux élections, ceux qui étaient condamnés pour délit d'opinion ou délit d'expression.
C'est une disposition tout à fait scandaleuse. J'avais dit d'ailleurs que si ce genre de disposition se généralisait, il ne resterait plus qu'à une jeunesse révoltée la lutte armée, pratiquement. Que c'était une disposition absolument contraire à notre esprit démocratique, que c'était bien pire que sous le Second Empire, où du fin fond de leur prison, condamnés pour leur opposition au régime, des gens se présentaient aux élections contre le même régime. Eh bien, il est heureux que le Conseil constitutionnel ait censuré ce texte, mais attention, ce que le Conseil constitutionnel a censuré, c'est le caractère automatique de cette condamnation. Mais il n'en reste pas moins qu'il est possible, dans ces lois scélérates, de condamner à la privation des droits civiques, civils et de famille des gens qui sont coupables, entre guillemets, de délits d'expression. Je considère que c'est parfaitement abusif, parfaitement scandaleux, et je demande, encore une fois, l'abrogation de toutes ces lois d'exception et le retour à la grande loi républicaine de 1881 sur la presse, la loi de 29 juillet 1881, dans sa version originale, c'est-à-dire celle qui ne considère comme répréhensible que l'injure, terme d'invective ou de mépris ne correspondant à l'imputation d'aucun fait, ou la diffamation, imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Autre sujet dont vous parlez régulièrement, ici au Parlement européen, vous avez à nouveau porté votre attention sur la Corée du Nord, la situation en Corée du Nord. On l'a appris hier, les Chinois ont accepté à l'ONU de voter des sanctions à l'égard de la Corée du Nord. Vous vous inquiétiez encore récemment de la situation. Est-ce qu'une sortie de crise est possible? Oui, on sait, il y a eu un débat hier à ce sujet au Parlement européen. Il est heureux que ces sanctions aient été votées à l'unanimité du Conseil de sécurité. Unanimité qui comprenait par conséquent tous les membres permanents, la France, la Grande-Bretagne, mais aussi la Russie, la Chine. Jusque-là, qui sonnait un peu différemment dans le concert des voix internationales. Et les États-Unis. Mais les sanctions, ça n'est pas une solution. C'est un moyen de pression pour parvenir à une solution. Et moi, je demande quelle est la solution médiatique. J'ai soutenu, et ma collègue, Mme Arnautu, est intervenue un peu dans le même sens, en rappelant que M. Kim Jong-un n'était pas aussi irrationnel, peut-être qu'on veut bien le dire, et qu'il a médité l'exemple de l'Irak et de la Libye, qui ont accepté de désarmer, de renoncer à certains armements, notamment à l'armement atomique, notamment aux armes dites de destruction massive. Et quand on a été sûr que ces pays étaient désarmés, eh bien les Occidentaux, y compris malheureusement la France, dans le cas de la Libye, ont attaqué ces États, les ont détruits, ils ne sont toujours pas restaurés dans leur plénitude à l'heure actuelle, et leurs dirigeants ont été tués dans des conditions qui relèvent pratiquement de l'assassinat, qu'il s'agisse de Saddam Hussein ou de Kadhafi. Alors, M. Kim Jong-un doit se dire que la bombe atomique, c'est en quelque sorte son assurance vie. Moi, je soutiens la proposition du ministre des Affaires étrangères chinois, M. Wang Yi, qui a proposé une étape de désescalade, c'est qui a dit la Corée du Nord devrait renoncer à ses tests, à ses expériences nucléaires, etc. Et en contrepartie, l'armée américaine renoncerait à ses manœuvres en Corée du Sud. Je ne vois pas du tout d'ailleurs ce que ces manœuvres en Corée du Sud apportent de plus. On sait très bien que si la Corée du Nord envahissait la Corée du Sud, les soldats américains seront là, ça équivaudrait à une déclaration de guerre aux États-Unis d'Amérique. Par conséquent, je pense que cette position était tout à fait raisonnable. Malheureusement, elle a été rejetée par Mme Nikki Haley, qui est la représentante des États-Unis à l'ONU, et également par le porte-parole du département d'État, qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères chez nous. Je le regrette beaucoup. Personnellement, je souhaiterais, avec mon collègue M. Deva, président du groupe chargé des relations avec la Corée, je souhaiterais appuyer cette démarche qui me paraît raisonnable et ouvrir une voie vers la désescalade. Toujours à l'international, Bruno Gollnisch, ce lundi 11 septembre, la Chambre des communes britannique a voté le Repeal Bill,
qui doit abroger la loi de 1972 sur l'intégration du droit européen dans le droit britannique et conduire à l'autonomie du droit anglais relativement au droit communautaire. Oui, il s'agit d'une étape importante du Brexit. Quelle est votre opinion? Oui, alors c'est d'abord, bon, mon opinion est favorable. C'est l'Union européenne pour Madame Claire Tesson de France 2, parce qu'elle demande toujours les liens de vos interventions. Oui, voilà. oui. Madame Tesson, nous parlons d'Europe. Rassurez-vous. Alors rassurez-vous, Madame Tesson, je pense qu'elle est une observatrice vigilante de mes interventions. Une fan, une groupie, elle a honte peut-être, mais... On ne manque jamais de le lui rappeler. Elle se manifeste pas beaucoup d'ailleurs, c'est vrai, depuis que nous avons fait l'objet de dénonciations 20 heures de France 2 pour traiter également de sujets français. Le service public. C'était effrayant, bon. Sur ce sujet, je me réjouis parce que ça prouve que le gouvernement britannique, les Britanniques d'une façon générale, sont beaucoup plus respectueux de la volonté populaire que ne l'ont été les autorités françaises. Je vous rappelle que les Français avaient voté contre la Constitution européenne, qu'à cela tienne, on leur a resservi par la voie strictement parlementaire le traité de Lisbonne, qui équivalait en fait à la Constitution européenne. Donc les Britanniques sont beaucoup plus respectueux, et ils ont effectivement, par ce Repeal Bill, abrogé le mécanisme qui incorporait automatiquement à leur droit interne le droit européen. Le problème, c'est que ça ne dispose que pour l'avenir, parce que pour éviter un vide juridique, ils ont quand même au passage voté que toutes les normes européennes qui s'appliquaient jusqu'à présent, en vertu de la législation antérieure, étaient désormais considérées comme du droit anglais. Donc, je crois qu'ils ont acquis là un petit peu plus, comme disent les anglo-saxons, de bargaining power, de pouvoir de négociation avec l'Union européenne, mais il y a encore du chemin à faire. Chemin peut-être fait par le ministre de l'Éducation nationale en France, le ministre de M. Macron, mais je vous ai entendu une fois saluer les efforts louables, disiez-vous, de ce ministre. Alors notamment sur la question universitaire, c'est plutôt le ministre de l'Enseignement supérieur, mais le ministre de l'Éducation nationale, lui, ça a été l'arrêt de l'obligation de la semaine de 4 jours, l'arrêt de la réforme du collège, ou tout du moins le début du détricotage. Vous saluez toutes ces mesures? Oui, je pense que ce sont des mesures de bon sens. Je me réjouis aussi du rétablissement des humanités, par exemple des langues anciennes, dans un certain nombre de classes. Ça élève le niveau selon vous? Ça permet... Je pense. Moi, l'étude du latin m'a été extrêmement utile pour apprendre le japonais, par exemple. Et ça peut paraître curieux, parce que le japonais n'est pas du tout une langue latine, mais la gymnastique intellectuelle de l'apprentissage, des déclinaisons, des cas, etc. Bon, pour les spécialistes, la question ex quo unde, il y a à peu près la même chose en japonais. C'est très utile aussi pour apprendre les langues latines. Moi, je peux comme ça lire sans aucune difficulté l'espagnol, le portugais, l'italien, parce que je suis francophone d'une part, et que j'ai étudié le latin, et j'arrive même en portugais à tenir une conversation. Tout ça grâce à mon éducation dans ce domaine. Bon, ce ne sera pas le cas de tout le monde, c'est pas grave, il y a des gens très intelligents qui n'étudient pas les langues anciennes et qui étudient d'autres disciplines intellectuelles, mais je me réjouis que ce soit rétabli. Je pense qu'on va dans le bon sens. Alors, il y a un domaine qui est encore... il y a un domaine qui est un peu plus ambigu, parce que c'est dans les zones dites prioritaires, le fait de passer dans la première année de l'école primaire. La classe de CP, on passe à 12 élèves. À 12 élèves. Dans les REP+. Alors ça va requérir le recrutement d'un nombre assez considérable d'instituteurs ou d'institutrices. Bon, en fait, ce qu'on n'ose pas dire quand même, c'est que tout ça, c'est la conséquence de l'immigration. C'est-à-dire que des jeunes qui sont issus de familles africaines ou autres parlent un espèce de sabir qui d'ailleurs, par voie de conséquence, contamine même le parler des élèves francophones. Donc agir bien, on est obligé de gérer cette situation, ce qui est extrêmement coûteux. Oui, mais comment voulez-vous faire autrement? Non, mais je pense qu'il vaudrait mieux inverser le courant de l'immigration, voilà. Mais c'est ainsi, et être beaucoup plus sélectif en ce qui concerne les personnes que l'on admet sur notre territoire. Je rappelle quand même que, par exemple, dans un certain nombre d'écoles primaires, notamment dans l'école primaire du village où j'habite, il y avait un seul instituteur pour tous les enfants du village. Il y avait une classe de 40 élèves,
qui comportait tous les niveaux d'enseignement, depuis ce qu'on appelle aujourd'hui le CP jusqu'au CM2, c'est-à-dire, pour parler comme autrefois, de la classe de 11e à la classe de 7e. Le niveau d'exigence était le même? L'ensemble, je crois qu'il était supérieur. Si j'en veux pour témoignage les épreuves du certificat d'études et les résultats auxquels parvenaient les élèves qui étaient gérés, tous les niveaux étaient gérés en même temps et dans la même salle de classe, pratiquement par le même instituteur. C'était des performances remarquables. Il faut quand même saluer le travail de ces instituteurs de l'enseignement public qui parvenaient à élever le niveau des élèves. C'est plus facile au sein, évidemment, d'une communauté au moins relativement homogène que ça ne l'est aujourd'hui. Il reste d'ailleurs un sujet qui est extrêmement préoccupant, c'est celui de l'accès à l'enseignement supérieur. Oui, car cet allègement dans le primaire correspond à un engorgement dans le supérieur, où les professeurs sont moins nombreux. Oui, parce que comme on veut que tout le monde ait le baccalauréat, tout le monde a le droit après le baccalauréat en France, qui est un des très rares pays où il n'y a pas d'examen d'entrée à l'université. Donc avec le baccalauréat, qui est en fait la fin d'études secondaires, vous pouvez vous inscrire théoriquement dans n'importe quelle faculté, sauf qu'elles sont encombrées, d'où des pratiques de tirage au sort, d'affectation géographique autoritaire, etc., qui sont assez chaotiques. Et aussi un très grand taux d'échec de la part d'étudiants qui sont peut-être intelligents et sympathiques, mais qui n'ont pas acquis au cours de leur scolarité un niveau suffisant pour aborder avec succès les études supérieures. Alors moi, je crois je pense qu'une sélection s'impose, surtout dans des disciplines dont on sait que pour 10 étudiants, il y aura au mieux un poste de travail effectif, il n'y a pratiquement pas de débouchés. Je pense que là, ce serait un service à rendre aux étudiants qu'il y ait une sélection pour qu'on sachent que ce n'est pas la peine qu'ils perdent des années dans une voie qui ne débouche sur aucun métier. Mais je crois qu'il y a aussi une autre formule qui serait peut-être une espèce de propédeutique, ça existait autrefois, destinée pour les étudiants dont on vérifierait au départ qu'ils n'ont pas le bagage suffisant, destinée à améliorer ce bagage par l'exercice intensif, par exemple, de dissertation, d'exercices écrits, d'apprentissage de l'expression, de la culture générale, etc. Il nous reste 3 minutes. 3 dernières questions, 1 minute par question. Oui. Très bien. À la rentrée scolaire correspondent les traditionnels vaccins. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé que pour le 1er janvier de l'année 2018, entreraient en vigueur 8 nouveaux vaccins. Avez-vous communiqué une expression à ce sujet lors de la polémique qui a eu lieu ? Oui, je crois que c'est imposé au total, ça ferait 11 vaccins. Ça me paraît personnellement excessif. D'abord, ça paraît assez contraire à la liberté individuelle, premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il y a des vaccins extrêmement utiles, comme le vaccin contre la poliomyélite ou d'autres, ou contre la variole, qui a pratiquement éradiqué cette maladie. Maintenant, des vaccins contre des maladies qui sont relativement bénignes dans l'enfance, mais dont on n'est pas assuré qu'ensuite il y aura les rappels nécessaires, ce qui fait qu'on restera sans immunité dans l'âge adulte. Par exemple, les oreillons dégénérants en orchite à l'âge adulte peuvent rendre un homme stérile, par exemple. Bon, donc, je crois que dans ce domaine, on va beaucoup trop loin. Je pense que la ministre de la Santé a mis en avant ces 11 vaccins, peut-être pour pouvoir négocier, n'en imposer que 6 ou 7 à l'issue du processus. J'aimerais être absolument certain que tout cela se fait dans une totale indépendance quand même vis-à-vis des groupes pharmaceutiques. 100 ans après, les prochains Jeux Olympiques auront lieu à Paris. C'est le retour. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la capitale? Oui, c'est une grande manifestation, les Jeux Olympiques, oui. Mais là, on va se gargariser, ça va être le triomphe de Madame Hidalgo. Et le grand atout de Paris, comme le font observer les commentateurs, c'est qu'il y a déjà, à Paris et dans la région parisienne, un certain nombre d'infrastructures sportives de qualité. Ce qu'on ne dit pas en revanche... Les accès, la circulation, tout est là. Ce qu'on ne dit pas en revanche, c'est que Madame Hidalgo, par ailleurs, asphyxie méthodiquement Paris. Et encore tout récemment, la fermeture de la voie
la fermeture de la voie Georges Pompidou, c'est du délire complet. On passe sur une file, on ne passe plus que sur une file s'il y a un engorgement, un véhicule lent, etc. Il y a des tas d'artères. Je pense par exemple à l'avenue Foch, qui est l'une des plus larges de tout Paris, que l'on remontait assez rapidement de la Porte Dauphine à l'Étoile. Aujourd'hui, c'est plus du tout évident. Quelquefois, on met 20 minutes et davantage. C'est devenu infernal, la circulation parisienne est devenue infernale à toute heure du jour et de la nuit, à cause de la persécution méthodique de la circulation automobile, qui est le fait des écologistes et des socialistes à la mairie de Paris. Alors, quand il y aura les Jeux Olympiques, bonjour les dégâts, parce que là, on attendra certainement des dizaines de milliers, voire centaines de milliers ou millions de visiteurs étrangers. Il n'est que de voir au mois d'août aussi le calvaire des touristes étrangers, désespérément à la recherche d'un taxi, pour se dire qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, au moins en matière de transport, si on veut être au niveau pour les Jeux Olympiques. Le Front National a fait sa rentrée. Marine Le Pen, dans un grand discours que les analystes politiques ont dit de retour sur les fondamentaux, a fait sa rentrée à Brachet. Oui, c'était un bon discours que, malheureusement, dans l'incapacité où j'étais de me rendre sur place, j'ai suivi à la télévision. C'était un discours tout à fait offensif. Marine Le Pen a annoncé en quelque sorte une refondation vers un nouveau front. Vers un nouveau front. Alors c'est à la fois un facteur d'espoir, peut-être dans certains domaines un facteur d'inquiétude. Je souhaite évidemment qu'elle précise naturellement ce qu'elle entend par ce nouveau front. Je crois comprendre qu'elle souhaite que le débat soit ouvert. Je souhaite qu'il soit ouvert également sur la question du nom du Front National, parce que sur ce plan-là, j'ai personnellement Elle a annoncé un changement de nom. Elle a annoncé un changement de nom. Vous avez exprimé votre désapprobation sur Twitter. Personnellement, je pense qu'un nouveau nom est utile s'il y a un nouveau cartel électoral avec de nouveaux alliés. Autrement, j'ai effectivement des réticences. Je souhaite que ces réticences puissent être exprimées. Et que cette question aussi puisse être ouverte au débat. Elle a annoncé un questionnaire aux adhérents. J'incite donc tous nos amis à renouveler leur adhésion au Front National pour pouvoir participer à cet effort de réflexion qui s'annonce lors du prochain congrès. Et on vous entendra sûrement sur le sujet prochainement. Je pense que nous avons un bureau politique lundi dont je sais qu'il a pour objet justement d'arrêter les termes de ce questionnaire, et je m'en réjouis et j'y ferai naturellement connaître mon point de vue, toujours, je l'espère, de façon constructive. On vous a un peu contraint sur la fin, mais merci du temps que vous nous avez accordé. Je vous en prie. Merci, bonne continuation dans la session parlementaire. Merci. À bientôt. Au revoir.